Bien, bonsoir. Oh là là, c'est fort. Parlez un peu, peut-être baisser le son, je ne sais pas qui gère la régie. Voilà, merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette rencontre consacrée à un thème essentiel, nourrir la ville demain. Un sujet essentiel, bien sûr, car pour paraphraser Molière, s'il n'est pas forcément conseillé de vivre pour manger, il faut obligatoirement manger pour vivre. Alors nous avons avec nous un seul invité. Éric Orsena est excusé et Julien de Normandie va nous dire pourquoi. Donc Julien de Normandie est avec nous, ingénieur des ponts, des eaux et forêts, haut fonctionnaire, secrétaire d'État, ministre de la Ville et du Logement, puis ministre de l'Agriculture et de la Forêt. Vous vous êtes depuis retiré de la vie politique, tout en restant un observateur attentif de la vie publique. Alors tout d'abord un mot peut-être pour expliquer l'absence d'Éric. Ah. Il y a un micro qui hurle. Oui. Il y a un micro qui est fort et un micro qui ne marche pas. Allô, allô. Ah bah voilà. Allô. Allô. Oui, mais ça marche. Super. Je vais essayer de parler plus doucement pour ne pas... Je vois au premier rang les gens qui se bougent déjà les oreilles. Ce serait dommage. Oui, je vous prie de bien vouloir excuser Éric Orsena. Il s'avère que Éric est président du Moulin d'Aragon, situé à côté du péage de Saint-Arnoux, près de la commune de Dourdan. Et avec les intempéries, il y a plus d'1 mètre d'eau dans le moulin. Et au moment où je vous parle, Éric est avec ses bottes, j'espère des grandes bottes, parce qu'en plus Éric n'est pas très grand et il y a 1,50 m d'eau, avec les pompiers pour essayer de sauver les livres contenus dans le moulin d'Aragon des eaux. Donc je pense que vous comprendrez aisément. Il a fait marche arrière au moment où nous allions prendre le train pour aller s'occuper de ce beau patrimoine qui est le moulin d'Aragon. J'ai la lourde tâche de parler à la fois en mon nom et en celui d'Éric. C'est jamais aisé de remplacer un académicien immortel. Donc soyez indulgents, je ferai au mieux. Voilà, merci. Et je précise que donc cette rencontre s'articule autour du livre que vous avez coécrit avec Éric Orsena et qui s'intitule « Nourrir sans dévaster » et dont je vous recommande la lecture. Alors, la transition est facile, malheureusement, avec les aléas climatiques que vous évoquez. Nourrir la ville, demain, est-ce que ce sera possible, eu égard au dérèglement climatique? On est sous l'eau en France, le Maroc est en pleine sécheresse, et évidemment, ici comme ailleurs, les productions peuvent en pâtir. Alors, est-ce qu'on aura toujours, à l'échelle du monde, même si ce n'est pas forcément bien réparti, cette abondance alimentaire que l'on connaît maintenant depuis, on va dire, l'après-guerre? C'est une question incroyablement importante dans ce livre, Nourrir sans dévaster, que nous avons écrit ces 2 dernières années avec Éric Orsena. En fait, on veut emmener le lecteur dans une forme de voyage. Une voyage autour de cette problématique. Nous sommes aujourd'hui à peu près 8 milliards d'individus, demain nous serons 10 milliards. Et pour autant, nous devrons réussir à nourrir l'ensemble de ces personnes sans dévaster, sans détruire, sans dévaster notre environnement, à l'évidence, d'autant plus que l'environnement est une partie intégrante de l'acte de production agricole. Sans un environnement préservé, l'agriculture n'est point possible. Sans dévaster également une forme de solidarité. Pourquoi une forme de solidarité? Parce que aujourd'hui, on voit avec le dérèglement climatique, vous parliez du Maroc, à quel point certains pays deviennent de plus en plus dépendants d'autres pays en termes d'approvisionnement alimentaire. C'est vrai, par exemple, pour les pays du nord de l'Afrique. Songez qu'un pays comme l'Égypte, dont on parle beaucoup dans le livre, où j'ai eu l'occasion d'habiter pendant plusieurs années, à peu près la moitié du blé consommé en Égypte doit être importé depuis l'extérieur. Et certains disent une solution facile serait de dire aux Égyptiens qu'ils n'ont pas, pour des raisons pédoclimatiques, la capacité de produire de plus de blé. Vous n'auriez qu'à changer vos habitudes et faire autre chose que du pain. On appelle ça le pain baladi en Égypte. Il s'avère qu'en Égypte, le pain est structurel, mais vraiment structurel aux identités, tant et si bien d'ailleurs que le pain et la vie sont
le même mot en arabe égyptien. Tant et si bien que les politiques sociales, en France, on finance évidemment la sécurité sociale sur le soin, sur l'école, sur les transports. La principale politique sociale égyptienne, c'est ce qu'on appelle des subventions au pain baladi, c'est-à-dire donner accès au plus grand nombre à ce pain. Et donc on voit bien qu'il y a aussi une question de solidarité. Est-ce que nous, on sera en capacité de produire pour nous-mêmes, mais aussi de produire pour les autres? Et donc il ne faut pas dévaster ces solidarités. Et puis il y a une troisième évidence, mais qui va toujours mieux en la rappelant, c'est que s'il ne s'agit de ne pas dévaster l'environnement, de ne pas détruire nos écosystèmes, de ne pas détruire nos solidarités, il s'agit aussi de ne pas détruire nos propres agriculteurs. Quand j'étais ministre, entre 2020 et 2022, nous avons fait ce qu'on appelle le recensement agricole. C'est-à-dire tous les 10 ans, on fait une photo du monde agricole. Entre 2010 et 2020, notre pays a perdu 100 000 exploitants agricoles. 100 000, on peut se dire, en fait, ça dépend. S'il y a 3 millions d'exploitants agricoles, 100 000, ça n'est pas énorme. En fait, 100 000, c'était 20% de l'ensemble des exploitations. On est passé de 500 000 à 400 000. 20% d'exploitations agricoles en moins en l'espace de 10 ans. Et à peu près la moitié de nos agriculteurs arrivent à la retraite dans les 5 à 10 prochaines années. Et en ayant dit cela, à peu près la moitié de nos productions, par exemple de fruits et de légumes, par exemple de poulet, sont aujourd'hui importées dans notre pays. Et donc, à la question, est-ce qu'on aura toujours la capacité de nourrir notre planète, nourrir nos propres populations? La réponse à l'évidence doit être oui, il nous faut avoir cette capacité. Il nous le faut parce que, d'ailleurs, la première des souverainetés, celle probablement la plus importante, c'est qu'un État ait la capacité de nourrir son propre peuple. Sinon, on tombe dans des formes de dépendance absolument tragiques, parce que dans la vie, il y a 2 personnes à qui vous parlez poliment. C'est votre banquier, toujours d'abord, et ensuite la personne qui vous nourrit. Et à cet égard, la guerre en Ukraine est un incroyable exemple. Oui, vous devancez ma question suivante. Finalement, l'alimentation, c'est aussi une arme géopolitique. C'est une arme, quelque part. C'est profondément une arme, et d'ailleurs, c'est une arme qui a été inventée au sortir de la Seconde Guerre mondiale, avant même la guerre froide. On peut retrouver les écrits d'un certain nombre de responsables politiques américains, on en parle dans le livre, qui conceptualisent la dépendance à l'alimentation. Et l'un d'entre eux, qui deviendra ensuite secrétaire d'État américain, dit, en fait, probablement la plus grande des armes est de rendre dépendants les autres pays de nos propres productions agricoles. Dans ce livre, qui est donc un voyage, je vous en parlais, on est parti en Ukraine. Nous sommes allés avec Eric Orsena il y a à peu près 1 an en Ukraine, rencontrer les Ukrainiens, rencontrer les producteurs, les paysans ukrainiens. Et les Ukrainiens, alors, à l'évidence, dans un climat de guerre, dans tout ce que cela emporte de tragique, les Ukrainiens nous disaient « on a besoin de tenir pour nous, pour notre pays, pour nos libertés, mais on a aussi besoin de continuer à produire parce que nous savons très bien ce que font en ce moment les Russes. » Et qu'est-ce que font les Russes? Les Russes créent des dépendances. Je vous parlais tout à l'heure de l'Égypte. L'Égypte, au début des années 2000, la plupart de ce blé dont elle a besoin venait des pays européens et du continent américain. Au moment où Barack Obama, en 2009, vient au Caire pour aller à l'université du Caire, lieu emblématique, il déclamait un discours qui fera date dans la rénovation des liens avec le Proche et le Moyen-Orient, discours qui fera d'autant plus date que c'est sur la base de ce discours qu'il aura le prix Nobel de la paix quelques mois après. À ce moment-là, les Russes se sont déjà substitués aux Européens et au continent américain dans l'approvisionnement en blé de l'Égypte. Au moment du lancement de la guerre par la Russie en Ukraine, 70 à 80% du blé qu'importe l'Égypte vient de Russie.
Et quelle est la conséquence de ça? Juste quelques mois après le début de la guerre en Ukraine, le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, russe, est accueilli à bras ouverts en Égypte. Au moment des votes au Conseil de sécurité de l'ONU, quelques semaines et mois après le déclenchement de la guerre par la Russie, il est très intéressant de noter que certains pays s'abstiennent. Et lorsque certains pays s'abstiennent, c'est toujours qu'ils ont une très bonne raison, et ça n'est pas simplement l'alibi donné « je ne veux pas m'ingérer dans d'autres politiques étrangères ». C'est plus souvent des intérêts stratégiques qu'ils ont. Et une partie d'entre eux sont des pays situés dans des zones où le blé russe est absolument déversé. Et ce qui est d'autant plus tragique, qui fait le lien entre votre deuxième et première question, c'est ce qu'on voit, malheureusement, c'est que l'impact du changement climatique vient exacerber ces tensions et cette utilisation de l'arme alimentaire à travers le monde. Je m'explique. En Ukraine, le ciel, qui est là aussi un élément incroyablement fort en temps de guerre, vous levez les yeux au ciel pour savoir si un missile va vous tomber dessus. Et les agriculteurs craignent le missile qui arrive, et en même temps, le ciel ne donne plus de pluie, et les Ukrainiens subissaient des sécheresses importantes. De telles sécheresses que ce qu'on appelle le blé de printemps est un blé qui devient de moins en moins cultivable en Ukraine. Et donc, en fait, la part du blé que l'Ukraine peut produire pour aller, avec cette solidarité que j'évoquais tout à l'heure, fournir un certain nombre de pays, elle diminue. En parallèle du fait du changement climatique, le blé d'hiver, qui est le blé qui est encore plus productif, ne cesse de s'accroître en Russie, car le changement climatique favorise la production de blé d'hiver par la Russie. Et donc on voit en plus comment les nouveaux équilibres liés au changement climatique viennent conforter un certain nombre de puissances qui, sans aucune espèce de considération de vertu ou autre, jouent de l'arme alimentaire pour rendre un certain nombre de pays totalement dépendants. Et il nous faut absolument, nous Français, mais singulièrement Européens, avoir en tête que cette arme alimentaire, c'est un énorme sujet d'aujourd'hui et probablement encore plus de demain. L'eau, par exemple, en est un très bel exemple. Dans la salle, je ne sais pas si vous le savez, mais on parle souvent du changement climatique qui raréfie la ressource en eau. En fait, à l'échelle du globe, la quantité d'eau reste la même. Vous avez toujours la même quantité d'eau. Qu'est-ce que vient faire le changement climatique? C'est que l'eau se trouve changée dans sa forme. Vous avez moins de glace et plus d'eau liquide, par exemple. Et elle vient être changée dans les moments où elle se déverse et dans l'intensité avec laquelle elle se déverse. Et donc, vous allez avoir des équilibres qui vont changer, y compris géographiquement. Et donc, des zones qui vont pouvoir continuer à produire, parfois même plus, et d'autres zones qui vont se retrouver de plus en plus dans une incapacité à produire. En France, on a été plutôt bien lotis jusqu'à présent, et là, on commence à se prendre de plein fouet le changement climatique. Quand je dis maintenant, ça fait déjà des décennies, mais ça ne cesse de s'accélérer. Et donc, on doit d'un côté s'adapter, on a des ressources sous tension, et en même temps avoir en tête que typiquement sur le continent africain, eux sont percutés encore plus fortement que nous par ces effets du changement climatique, et probablement, ils comptent aussi sur nous pour les aider dans cette alimentation et ne pas être dépendants d'autres pays. Alors justement, ça amène une question suivante. On sait que pour se défendre, il faut, enfin, la stratégie française est d'avoir des armes de dissuasion. Est-ce qu'il est important aussi, à votre sens, de maintenir une capacité de production, notamment en matière de céréales, pour peser sur la scène internationale et avoir les moyens de notre politique? C'est une vraie question. Moi, ma position, elle est oui, archi oui. C'est ce qu'on essaye aussi, mais de manière très apaisée, si je puis dire, dans ce voyage Nourrir sans dévaster avec Eric. On essaie de montrer que le mot produire n'est pas un mauvais mot. D'ailleurs, produire, étymologiquement, ça veut dire tirer vers le haut. C'est probablement un mot qui est incroyablement bien adapté à la culture de plantes, tirer vers le haut. Si on veut se dire que l'Europe a un rôle à jouer
D'abord pour ne pas laisser d'autres, tels que les Russes, créer cette arme alimentaire, planter leur croc dans les estomacs, qui des Égyptiens, qui des Marocains, qui des Turcs, qui d'autres pays. L'Europe doit avoir donc ce courage de se dire il faut réussir à produire. Mais dans notre société, on voit bien ce débat. Faut-il produire que pour nous-mêmes? Vous l'avez entendu comme moi. D'accord, ils produisent, ils tirent sur les ressources, parce que la production, évidemment, c'est mettre à contribution les ressources que sont l'eau, la matière organique et le soleil. À part le soleil, l'eau et la matière organique sont des ressources rares. C'est tirer sur des ressources pour produire de la nourriture. Et donc, certaines voix s'élèvent en disant, mais pourquoi diable tirer sur nos propres ressources, localisées sur nos propres territoires, pour ensuite exporter? Et donc, ces mots « produire » et « exporter » ont souvent mauvaise presse à l'extérieur vis-à-vis du monde agricole. Moi, je pense qu'il faut avoir la lucidité de se dire que la production, produire, n'est pas un mauvais mot. Bien au contraire, c'est adapté au monde agricole. Et qu'exporter, c'est aussi assumer une partie de cette solidarité. Une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas du tout dire, et là aussi, ce qu'on essaye de montrer dans ce voyage, où on a été aux quatre coins de France, en Ukraine, je vous le disais, en Égypte, au Brésil, en Chine, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Vous prenez un pays comme le Brésil. Le Brésil, c'est incroyable son histoire. Il y a 50 ans, le Brésil importe tout, mais tout. En 50 ans, c'est devenu la première puissance agricole sur le soja, l'une des principales sur le maïs, la première ou deuxième sur le bœuf, alors c'est du zébu, mais c'est comme du bœuf, et la première sur la volaille. Comment ont-ils réussi à faire ça? Ils ont déforesté, déforesté, déforesté. Comment ont-ils réussi à faire ça? Ils ont utilisé des batteries de produits phytosanitaires. Et parfois, on les voit d'ailleurs, certains qui mettent des images sans préciser, ceci se passe au Brésil et ne se passe pas en France. Quand nous étions au Brésil il y a quelques mois, on le raconte dans le livre, certains viennent nous voir en nous disant, vous savez, au Brésil, on a 2180 avions. Mais c'est moins que les États-Unis. Aux États-Unis, ils en ont 4000. Ah bon, mais très bien, à quoi servent ces avions? En fait, ces avions, ce sont nos fermiers qui les utilisent. Pas vraiment, c'est des pilotes d'avion, c'est pas complètement un fermier. Non, je vous assure, c'est les avions des fermes. Et c'est par ces avions que les fermiers, soi-disant, larguent les pesticides. Et quand nous y étions, l'un d'entre eux nous rappelait qu'il y a quelques années, un avion s'était trompé. Au lieu de larguer la cargaison dans le champ, il l'a larguée juste derrière le champ. C'était une école. De la même manière, là je parle de la production végétale, mais sur la production animale, vous savez, on parle souvent, et surtout depuis la Covid, d'une seule santé. C'est-à-dire le lien entre production végétale, animale et santé humaine, tout est lié. Et on l'a bien vu avec le Covid, ces virus qui peuvent se transmettre d'un animal à l'homme et parfois qui trouvent aussi des origines dans le monde végétal. Et on sait bien que l'un des éléments pour protéger notre santé commune, c'est par exemple la lutte contre l'antibiorésistance. La fameuse phrase « je suis papa de 4 enfants, vous veillez scrupuleusement à bien donner les antibiotiques pour être sûr que... » etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Quand j'étais en Égypte, en 2009, précisément, toujours, ma fille aînée avait 1 an, tombe malade. Je vais chez le pédiatre, et le pédiatre me dit votre fille a une angine, il faut lui donner un antibiotique, mais il me parle d'un antibiotique un peu spécifique. Je rentre à la maison, je demande à la nounou de ma fille où est-ce que je peux trouver cet antibiotique, la pharmacie qui vend cet antibiotique. Et ma nounou me dit allez au supermarché. Je dis j'y vais tous les week-ends, j'ai jamais vu d'antibiotique là-bas. Et ma nounou me répond mais en fait votre fille n'a pas besoin d'antibiotique, elle a besoin de poulet. Pourquoi de poulet? Parce que c'est du poulet brésilien, bourré aux antibiotiques, et donc vous avez protéines et amoxicilline en même temps. On est en 2009. Évidemment que des poulets aux antibiotiques
ne peuvent, ce qu'on appelle les antibiotiques de croissance, ne peuvent jamais être cultivés en France, et même d'ailleurs au sein de l'Union européenne, mais 50% du poulet que nous consommons en France vient de pays comme le Brésil, l'Asie du Sud et une partie de l'Europe de l'Est, qui, eux, utilisent ces méthodes-là. 50%. Vous ne les trouvez pas dans les supermarchés, vous les trouvez souvent dans la restauration collective. Demandez toujours, et vraiment, j'ai passé un décret pour imposer cela d'ailleurs. Aujourd'hui, vous pouvez demander à n'importe quel restaurateur d'où vient le poulet. Demandez-le. Demandez-le. Et donc là, on voit bien, quand des personnes, et parce que c'est l'immense problème, un blanc de poulet, ça ressemble quand même beaucoup à un autre blanc de poulet. Et donc quand vous avez deux blancs de poulet, un qui coûte 5 et l'autre qui coûte, un qui coûte X et l'autre qui coûte 2 fois le prix, tout simplement parce que celui qui coûte 2 fois le prix, il n'a pas utilisé d'antibiotiques de croissance, il n'a pas utilisé les mêmes pratiques, et qui résulte en fait, l'antibiotique de croissance, vous l'utilisez parce que vous avez des champs qui sont immenses, enfin des bâtiments où vous avez des millions de poulets. Là où en France, en moyenne, c'est 40 000 volailles. Et beaucoup trouvent que c'est déjà énorme. En moyenne, c'est 40 000. Là, on parle de trucs avec des millions d'animaux, et pour qu'ils ne tombent jamais malades, on les bourre d'antibio. Bon. Mais tant que vous avez un blanc de poulet qui ressemble autant à un autre blanc de poulet, que personne ne vous dit, mais attention, ça n'a rien à voir. Comme disait Hippocrate, le premier des médicaments, c'est votre alimentation. À ce moment-là, on tombe dessus. Et ça, c'est un combat qu'il nous faut avoir, c'est redonner cette valeur à l'alimentation. Alors, la valeur, c'est aussi une question de budget. Depuis 30 ou 40 ans, la part que les Français consacrent à l'alimentation a baissé dans le budget. Alors évidemment, c'est une question de pouvoir d'achat et de moyens pour certains, mais je ne sais pas si vous avez lu cet excellent article du Monde il y a maintenant un jour ou deux sur la baisse de la consommation en grande distribution, et le patron d'un grand groupe expliquait qu'aujourd'hui, même les cadres recherchent les petits prix pour remplir leur assiette. Est-ce que ça part pas, cette démarche finalement, aussi d'une action du consommateur pour qu'il accepte de consacrer un peu plus de budget à sa nourriture? Alors oui, archi oui, et en même temps c'est une question incroyablement complexe dans un environnement, enfin dans notre pays où vous avez une énorme crise de pouvoir d'achat. Avant d'être ministre de l'Agriculture et de la Ville, de l'Alimentation, j'ai été ministre du Logement et de la Ville. Et je peux vous dire que typiquement, j'ai beaucoup travaillé sur les cantines. Et c'est inimaginable le nombre de familles où les enfants, par exemple, peuvent manger de la viande ou du poisson à la cantine et ils n'en ont jamais ou quasiment jamais chez eux. Donc il y a des enjeux sociaux absolument énormes et donc il faut beaucoup d'humilité dans la réponse à cette question. Mais ce qui est sûr, et c'est ce qu'on essaye de montrer aussi dans ce voyage, c'est que l'une des destructions qu'on a laissé s'opérer, c'est notre lien et notre rapport à l'alimentation. La valeur de ce que représente l'alimentation dans nos sociétés a de plus en plus disparu. Moi, je suis d'une génération, j'ai 44 ans maintenant, je suis d'une génération où, à l'école, pour la première fois, souvenez-vous, ceux de cette génération ou qui ont des parents de cette génération ou des enfants de cette génération, pour la première fois, quand on demandait à des enfants de dessiner des poissons, certains dessinaient des poissons carrés qui étaient le poisson Findus. Aujourd'hui, dans les nouvelles générations, la saisonnalité n'existe plus. Ça n'existe pas. Produit de saison, et qu'est-ce que c'est qu'un produit de saison? Vous avez tout ce que vous voulez tout le temps dans les étals des supermarchés. Or, une tomate de saison versus une tomate qui n'est pas de saison n'a pas du tout la même valeur nutritive. Rien à voir, sans parler des impacts environnementaux. Et le deuxième, c'est que de plus en plus, on voit, et les personnels des cantines vous le disent très bien, qu'on définit les aliments par la couleur. Un blanc de poulet versus du cabillaud, c'est blanc. Et souvent, moi je le vois avec mes enfants en bas âge, le nombre de fois où ils peuvent se tromper, mais qu'est-ce que c'est que ça, etc. Bon, quand vous avez cuisiné, vous le prenez toujours un peu mal, mais enfin, on voit bien que c'est une forme aussi d'éducation à l'alimentation. Et nos sociétés ont perdu ce rapport à l'alimentation. Dans ce voyage, on part aux États-Unis à un moment, et on explique qu'au moment où je vous parle, vous avez des annonces, des petites annonces
vous savez, sur le se loger américain, où on vous propose des appartements sans cuisine. À quoi bon avoir une cuisine puisque vous pouvez vous faire livrer les repas directement à la maison? Si vous n'avez plus cet acte de cuisiner, comment voulez-vous continuer à créer ce lien avec l'alimentation? Autre exemple, un peu moins récent. Est-ce que vous vous souvenez de la pub sur les cordons bleus avec le loup de Tex Avery devant, non pas Betty Boop, vous voyez cette déesse, mais devant un cordon bleu qui tirait la langue et qui tombait fou amoureux du cordon bleu. Vous voyez cette pub? On a l'image en tête, mais souvent on se souvient moins de ce que disait la publicité. Et la publicité, c'était pour que papa et maman n'aient plus de temps à perdre avec la cuisine. Et en fait, la réalité, je l'ai réécouté pour vraiment en être sûr, c'était pas pour que papa et maman n'aient plus de temps à perdre avec la cuisine, c'était pour que papa n'ait plus de temps à perdre avec la cuisine. Mais que ce soit... C'est un autre débat, évidemment tout aussi important, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce rapport à l'alimentation, c'est complètement distendu. Et donc, quand vous prenez cet exemple du poulet égyptien, quand vous prenez ce lien qui nous unit avec l'alimentation, quand vous prenez des civilisations qui se sont construites sur l'alimentation, dans le livre, on a ces rappels historiques. Les Mayas, ça vient de la plante, le maïs, qui, je suis ingénieur agronome, d'un point de vue agronomique, est une plante incroyable. Je peux vous dire que quand aujourd'hui, dans le débat public, vous dites « le maïs est une plante incroyable », je vous laisse imaginer les réactions. Aujourd'hui, le maïs, c'est pareil comme la plante infâme, etc. C'est une plante incroyable, c'est celle qui traduit le mieux matière organique, eau et soleil en nourriture. C'est elle qui le traduit le mieux. Bon. Mais la civilisation s'est construite comme ça. Il y a encore pas trop longtemps, avant de manger du pain, on bénissait le pain. On faisait la croix sur la miche de pain. En fait, on avait un rapport à l'alimentation qui change. Et pourquoi j'insiste dessus? Parce que l'alimentation a une valeur. Et si on ne prend l'alimentation que comme une source de coûts, sans jamais accepter que l'alimentation et ses progrès, des alimentations plus respectueuses dans l'environnement, avec encore plus de bénéfices nutritifs, avec encore moins d'impact sur les écosystèmes, si on ne considère pas cela comme étant une valeur, c'est-à-dire qui justifie que ceux qui la produisent soient rémunérés pour cette valeur, chose au demeurant qu'on accepte absolument pour tout, pour les voitures, pour les téléphones portables, pour les jeux vidéo, absolument pour tout, mais on l'a perdu, ce lien avec l'alimentation. Et alors après, une fois qu'on a dit ça, évidemment qu'il faut dissocier ce qui relève de cette politique de valeur avec des politiques sociales, c'est-à-dire accompagner les plus faibles d'entre nous pour qu'ils puissent avoir accès à ces politiques sociales. Que ce soit à travers, je donnais l'exemple des cantines scolaires, ou à travers l'aide qu'on pourrait apporter. Mais jamais, il ne faut considérer que les agriculteurs eux-mêmes sont ceux qui vont nous financer le pouvoir d'achat. Tous ceux qui se disent, en fait, il suffit de faire baisser les coûts de production, etc., ce qui a été, mais vraiment, monnaie courante depuis 2 décennies, font une faute majeure. Ce ne sont pas les agriculteurs et leur compte de résultats qui peuvent financer le pouvoir d'achat des Français. Ça n'arrivera pas, ou si cela devait arriver, eh ben, ce sera la poursuite de la dégradation du nombre d'agriculteurs dans notre pays, et donc les problèmes de souveraineté que j'évoquais tout à l'heure, et donc les problèmes géopolitiques qu'on évoquait, etc., etc. Alors une question sur un sujet bien français qui se passe bien chez nous, un sujet d'actualité qui concerne le lait et les produits laitiers. Ça va nous ramener à la rétribution des agriculteurs. Voici quelques jours, un grand groupe agro-industriel, Lactalis, a annoncé sa volonté d'arrêter la collecte de lait dans une partie du territoire, dans la région Grand Est et dans le sud des Pays de la Loire. Les éleveurs concernés redoutent que leur propre production soit remplacée par du lait venu de l'étranger, pas d'autres bouts du monde, mais de pays voisins. Alors à ce propos, dans votre livre, vous évoquez la procédure que cette multinationale a initiée auprès de la Cour de justice européenne afin d'annuler l'obligation d'indiquer l'origine française du lait. Et elle l'a obtenue.
Vous écrivez à ce propos, sans connaître la source, comment ne pas sombrer inexorablement dans l'indifférence. Alors, est-ce qu'on peut être indifférent au sort des éleveurs laitiers, dont le revenu, vous le notez également, le revenu moyen est famélique pour 70 heures de travail hebdomadaire en moyenne? Est-ce que le véritable agribashing n'est pas là? Mais en fait, on voit bien, et c'est très cohérent par rapport à ce qu'on se disait jusqu'à présent. La première des choses est donc de redonner cette valeur à l'alimentation. Nourrir sans dévaster, protéger l'environnement, protéger nos solidarités, protéger nos agriculteurs, mais protéger nos sociétés eux-mêmes. Vous savez, disait Savarin, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. C'est incroyablement vrai. D'ailleurs, aujourd'hui, dans nos sociétés, on pourrait rajouter « dis-moi comment tu manges et je te dirai à quelle société tu appartiens ». Mais la première des choses, c'est justement de renouer avec cette valeur de l'alimentation. Comment peut-on renouer avec la valeur de l'alimentation si on ne sait pas d'où viennent les produits? C'est impossible. L'origine est essentielle parce que renouer avec une valeur, si vous ne savez pas d'où viennent les produits, c'est impossible. Et il est vrai que quand vous avez une entreprise française qui, alors que la France a pris des dispositions légales pour obliger l'origine du lait, que ce soit dans le beurre, que ce soit dans les briques de lait, etc., et que ce soit l'entreprise française elle-même qui aille taper à la porte européenne pour dire on considère que ça c'est la distorsion de concurrence au sein du marché européen et donc qui vient casser la loi française pour pouvoir ne pas avoir à indiquer l'origine des aliments et notamment l'origine du lait, les bras m'en tombent. Après, souvent on me dit ouais mais vous dites ça alors que c'est arrivé pendant que vous étiez ministre, qu'avez-vous fait? Il faut toujours avoir en tête que en dépit de ce que certains disent sur les plateaux de télévision, en dépit de beaucoup de choses, il y a une vraie séparation des pouvoirs entre l'acte exécutif et la décision de justice. La première chose qu'un exécutif, un gouvernement doit faire, c'est de respecter les décisions de justice. Et le gouvernement, de séparation des pouvoirs, n'est pas celui qui influe ou qui prend. Il se bat, et moi on s'est battu pour convaincre la juridiction européenne. On n'a pas eu gain de cause, mais une fois que vous avez une décision de justice, etc. En revanche, ceux qui votent 3 fois par jour, c'est nous tous, au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Donc, s'il vous plaît, achetez du beurre avec du lait français, achetez du fromage avec du lait français, achetez du lait qui vient de nos territoires. Il y a des fromages très bons en Normandie, mais ça, vous n'êtes pas obligé de suivre ma recommandation. C'est plus du corporatisme. Mais il y a des fromages très très bons en Normandie. Mais vraiment, c'est du corporatisme et j'aime beaucoup aussi plein d'autres fromages. Et donc, il nous faut absolument donner ces origines et nous tous réunis, il y a une fabuleuse marque qui s'appelle Qui c'est le patron? Et on l'a décrit d'ailleurs dans le livre. Et il y a des formidables laiteries, une pas très loin d'ici, qui s'appelle LSDH, incroyable laiterie, qui a compris justement que la valeur des produits, elle dépend d'une bonne intelligence de tous les acteurs au sein de la filière. Donc c'est possible, il y a des exemples, et nous tous, consommateurs, on est une part de cela. Alors vous parlez du rapport aux produits, mais il est parfois des produits si transformés qu'on ne sait pas de quoi véritablement ils sont composés. Est-ce qu'on mangera demain du cordon bleu, vous en avez parlé, fabriqué avec de la viande cellulaire? J'espère pas. Alors, le cordon bleu, c'est quand même une magnifique histoire. Au-delà du loup de Tex Avery, le cordon bleu, je ne sais pas si vous savez, mais avant la constitution de la Légion d'honneur par Napoléon, 1802, je crois, le cordon bleu était la plus haute distinction de la noblesse et de l'aristocratie. On se battait pour avoir le cordon bleu. Et on dénommait cela comme le cordon bleu. On en a fait un plat cuisiné. Et le cordon bleu, normalement, il faut 5 ingrédients pour le faire. Aujourd'hui, même s'il y en a beaucoup qui ont fait des efforts, mais aujourd'hui, quand vous allez acheter un cordon bleu déjà fait, vous avez entre 20 à 30 ingrédients. On donne la recette dans le livre.
Vous avez plein de choses qui sont mises, et notamment des choses qui ravissent les publicitaires, par exemple, pour faire en sorte que le fromage, une fois que vous l'avez cuit, soit bien coulant, etc. etc. Bon, là, on se dit qu'il y a quand même un peu un problème. Quand naturellement, il en faut 5 et qu'aujourd'hui, on met 30, c'est qu'il y a naturellement un problème. Ce que je veux dire par là, c'est évidemment ce lien avec l'alimentation doit nous rappeler aussi l'importance de cuisiner, même si, confère votre question précédente sur l'impact sur les prix, il y a 2 inégalités sociales. La première inégalité, celle relative au pouvoir d'achat, c'est-à-dire beaucoup aimeraient pouvoir avoir accès à cette alimentation, mais n'en ont pas la possibilité financière, et donc il faut les aider. Et il y a une deuxième inégalité, c'est l'inégalité sociale vis-à-vis du temps disponible pour cuisiner. Et ça, il ne faut jamais le minimiser aussi. Donc, je dis tout ça avec énormément d'humilité, sans jamais donner de leçons. C'est juste un constat factuel, ce que j'exprime. Et donc, il faut renouer avec cette alimentation, sa valeur, et également savoir dire merci à ceux qui produisent et consacrer ce temps à la cuisine. Sur la viande cellulaire, c'est un autre débat. La viande cellulaire, pour vous rappeler, en gros, parce qu'on mélange souvent, il y a la viande traditionnelle, tout le monde la connaît, il y a ce qu'on appelle la viande végétale, dont le nom est impropre, ça ne veut rien dire, de la viande végétale, c'est-à-dire en gros des protéines végétales mises sous la forme qui d'un steak, qui d'une saucisse, qui de je sais pas quoi. Donc ça, c'est fait à base de végétaux. Moi, j'ai absolument rien contre. Il y a des personnes qui aiment beaucoup ça. Très bien, il faut juste bien dénommer les choses, mais voilà. Et maintenant, on voit apparaître depuis quelques années de la viande cellulaire. Alors, c'est quoi de la viande cellulaire? Aujourd'hui, il y a un pays, Singapour, qui a commencé à en commercialiser. Ils ont fait des blancs de poulet sans jamais avoir élevé un poulet. Et les États-Unis commencent à commercialiser. En gros, ça vous renvoie à vos cours de bio quand vous étiez au collège ou au lycée. Vous savez, dans les cours de bio, on parle de la cellule souche, à partir duquel, dans le fœtus, les cellules vont au fur et à mesure se différencier, tac, 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 et donner des cellules neurologiques, des cellules musculaires, des cellules sanguines, etc. Bon. Et donc, comment on fabrique de la viande cellulaire? On prend une cellule souche qu'on met, là aussi on donne la recette, à vous en dégoûter dans le livre, qu'on met dans un bioréacteur, on y met un peu de plasma, on y met pas mal d'hormones, on y met beaucoup d'énergie, on y rajoute plein de trucs, tac, tac, tac. Et là, de la cellule souche, on en fait des cellules musculaires. Et de ces cellules musculaires, on les concasse, tac, on rajoute des liants et on en fait un blanc de poulet ou un gigot d'agneau ou un morceau de steak. Ça, c'est la viande cellulaire. Et ça a été introduit selon un motif qui est un motif environnemental. Et j'y reviens dans une seconde. Moi, je suis complètement opposé à ça, pour plein de raisons. D'abord, parce que je considère que, intellectuellement, manger du poulet sans jamais avoir eu un poulet, il y a un truc qui tourne pas rond. Certains appellent ça du bon sens. Moi, quand ça tourne pas rond, que c'est pas du tout lié à un bon sens, je me dis, généralement, ça va nous mener à la catastrophe, quoi. Le deuxièmement, on nous dit que c'est sur des raisons environnementales. J'en profite pour dire, oui, la viande, et il faut consommer de la viande en se demandant d'où elle vient, favoriser la viande française et la consommer en se disant j'ai un impact climatique en consommant de la viande. Donc c'est-à-dire consommer moins mais mieux. Arrêter de manger du poulet brésilien, arrêter de manger de la viande qui vient de l'autre bout de la planète et consommer nos propres productions locales. L'impact environnemental sera déjà beaucoup moindre. Moins mais mieux. Bon. Mais n'oubliez jamais que les éleveurs, nos éleveurs, c'est pas que des gens qui élèvent des vaches pour faire soit du lait, soit de la viande. Les éleveurs sont ceux qui permettent à nos pays d'avoir ce qu'on appelle des prairies permanentes. Les prairies permanentes sont des endroits... Moi, je suis un passionné de sol. Les prairies permanentes sont les endroits où vous avez le meilleur sol qui soit. Si j'étais un ver de terre, enfin vous les entendez peut-être ces vers de terre qui crient « Vive les éleveurs, vive les éleveurs, vive les éleveurs ».
59% de la biodiversité sur notre pays se situe dans les sols. Le sol qui capte le plus de carbone, on dit souvent, c'est le sol des forêts. Non, c'est le sol des prairies permanentes. Permises par qui? Par les éleveurs. Quand vous prenez un sol de prairie permanente, ça a une odeur, ça respire la vie. Et donc, écologiquement, de se dire on va supprimer les éleveurs parce que c'est mieux écologiquement, c'est une funeste bêtise. Aimez les sols, intéressez-vous aux sols et vivez les prairies permanentes. Mangez moins de viande, mais mieux, et préservons nos éleveurs parce que c'est eux qui nous créent ces écosystèmes. Et encore une fois, 59% de la biodiversité sur Terre et dans les sols. Et c'est permis par quoi? Par de la matière organique. Cette matière organique qui est apportée justement par notamment les élevages sur ces prairies permanentes. Et puis il y a une troisième raison qui, moi, me rend totalement opposé à cette viande cellulaire, c'est quasiment anthropologique. Je pense qu'en fait, dans nos sociétés, à refuser la mort, on refuse la vie. On préfère... c'est sûr que quand vous élevez un animal, on sait que la fin d'un cochon, la fin d'un poulet est par définition tragique. On le sait. Mais à ne plus accepter cette fin tragique, on n'accepte pas la vie. Peut-être qu'il nous faut assumer le fait que la fin de vie d'un cochon est tragique, mais que c'est aussi ce qui, en fait, apporte une forme de relation à ne pas faire des bêtises comme de la viande cellulaire. À ne plus refuser la mort, on refuse la vie. Et ça, moi, j'en suis assez convaincu. Bien, avant qu'on ne passe le micro à la salle, une dernière question pour ma part. On vient d'évoquer une évolution technique, technologique, scientifique critiquable. Est-ce que vous pourriez nous citer un ou deux projets de progrès qui vous semblent importants et intéressants pour les années qui viennent? Dans l'agriculture, il y en a plein. Et d'ailleurs, dites, si j'ai un message à faire passer, j'ai vu qu'il y avait des étudiants tout à l'heure, mais un message à faire passer aux parents, aux élèves, etc. Intéressez-vous au lycée agricole, à l'enseignement agricole. C'est en vrai un truc de dingue dans notre pays. Alors moi, je suis biaisé parce que j'ai fait des études d'agronomie, mais c'est un truc de dingue. On les doit à Pisani et à Edgar Pisani et à Michel Rocard qui ont poussé cet enseignement agricole, ce qu'on appelle les écoles du vivant, c'est leur surnom. Et on peut faire des choses incroyables. Et dedans, on voit que l'innovation est au centre de tout. Quand j'étais ministre, moi, en gros, l'histoire agricole, c'est assez simple. Il y a la révolution du machinisme agricole, aux sorties de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, il y a la révolution des phytos, donc les années 70, 80, 90. Et depuis, moi, j'ai été formé, par exemple, au début des années 2000, on m'a formé à l'agriculture raisonnée, c'est-à-dire utiliser avec parcimonie, notamment les produits phytos. Et en fait, moi, je crois aujourd'hui qu'il y a une troisième révolution agricole, celle que j'ai beaucoup poussée quand j'étais ministre, c'est la révolution du vivant. Et c'est quoi? C'est le numérique. C'est incroyable comme le numérique est partout. Enfin, vous pouvez mettre au centimètre près la dose précise, etc. C'est la robotique. Demain, vous verrez qu'il y en a, typiquement, le meilleur exemple, c'est le glyphosate. Vous verrez, moi, je fais partie de ceux qui parient que le moyen d'arrêter le glyphosate, il n'y en aura que un, c'est la robotique. Tout comme vous avez des robots qui passent l'aspirateur chez vous, des robots qui tondent la pelouse, demain vous aurez des robots dans les champs qui viendront désherber. Alors le glyphosate, on pourrait en parler des heures, parce que l'une des plus belles agricultures qui s'appelle l'agriculture de conservation des sols, celle qui protège les vers de terre, celle qui capte le carbone dans le sol, etc. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas la pratiquer sans désherber. Et vous avez deux objectifs écologiques qui viennent se percuter. Les mêmes vers de terre que j'évoquais tout à l'heure, il dit, s'il vous plaît, ne cassez pas mes galeries. Un ver de terre, ça n'a qu'une seule galerie. Ne cassez pas mes galeries. Et la seule façon pour le faire, c'est de mettre du désherbant et ne pas avoir à labourer. On voit la difficulté des sujets. Le livre, on le termine avec un entretien avec Edgar Morin, chantre de la complexité, et c'est vraiment le principal message qu'on essaie de faire passer, c'est tous ces sujets, il faut oser les aborder, mais dans leur complexité.
Donc j'ai dit le numérique, j'ai dit la robotique, il y a aussi la génétique, évidemment, la sélection variétale, etc. Et le dernier, c'est le biocontrôle, que moi j'adore, je trouve que c'est un sujet passionnant. C'est le vivant qui parle au vivant. Donc classiquement, vous dites, j'ai une maladie, est-ce que je peux trouver un autre organisme vivant qui va venir contrer cette maladie? Le vivant qui parle au vivant. Classiquement, vous avez des pucerons dans votre jardin, bah, vous y mettez des coccinelles. Ça, plein de personnes ont dû le voir ou l'ont peut-être fait. Voilà. Et donc oui, il y a plein de choses. Mais c'est un monde hyper innovant. Et dites à tous ceux qui vous entourent, allez taper un jour à une porte de l'enseignement agricole, parce que c'est des lieux qui respirent et le vivant et l'innovation. Ce serait dommage de passer à côté. Merci. Allez, il nous reste un gros quart d'heure pour les questions de la salle. Il y a des micros dans le fond. Qui voudrait interroger? Voilà, une question devant. S'il vous plaît, le micro, devant. On va prendre deux questions. Une ici, une là. On va les prendre par deux. Une première, madame, et ensuite, monsieur. Merci beaucoup pour cette intervention très intéressante. J'avais une question concernant ce qui s'est passé avec une société qui a réussi à faire changer la loi afin de ne pas donner l'origine de ses produits. Ça me renvoyait à la question des groupes de pression, des lobbies qui interviennent à toutes les échelles dans les parlements nationaux et dans le Parlement européen. Est-ce que pendant les visites que vous avez faites au Brésil ou en Russie ou en Chine, vous avez été confronté à des groupes de pression qui sont venus vous voir, qui se sont interrogés sur votre démarche? Alors, sur le Brésil, c'est intéressant. En fait, ne le dites à personne, hein, ne le répétez pas. Mais quand on est arrivé au Brésil, l'ambassadrice, très gentiment, je la rencontre, on discute, etc. Et donc, le Brésil est un pays fascinant. Et il y a notamment toute une zone qu'on appelle le Mato Grosso. Mato Grosso, c'est vraiment le Far West, d'un point de vue agricole. Mais le Far West, dans les comportements, dans le sentiment d'impunité, etc., etc. Et l'ambassadrice, alors qu'on veut s'y rendre, me dit il ne faut pas y aller pour des raisons de sécurité. Et notamment en ajoutant vous avez tant critiqué le poulet brésilien quand vous étiez ministre qu'il ne faut pas y aller. Et je ne le savais pas, mais il paraît que un jour, un des quotidiens brésiliens avait titré « Ce ministre français qui critique notre poulet ». J'ai un truc contre le poulet brésilien, j'avoue, il y a des gens qui ont des passions, voilà. Moi, le poulet brésilien, j'y arrive pas. Et donc, quand j'étais ministre, je me suis beaucoup battu pour je suis hyper content d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, tout le monde le met en avant pour ce qu'on appelle les clauses miroirs, c'est-à-dire ce que vous n'avez pas le droit de produire chez vous, vous ne devriez pas avoir le droit de l'importer. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Et preuve à l'appui, regardez, c'est un concept que je réintroduis, mais avec beaucoup de force quand je suis ministre, et avec un exemple et un angle qui est le poulet brésilien. On pourrait quasiment appeler ça demain les clauses poulet brésilien, quoi. Donc oui, il y a toujours... Après, il faut faire très attention à ce terme de lobby, parce que je reviens en France. Moi, il y a un truc que j'aime pas, par exemple, c'est quand on dit que le syndicalisme relève du lobby. J'ai pas du tout dit que c'était ce que vous aviez dit, hein. Mais vous avez des firmes qui payent des gens pour influer, ça c'est du lobby, et alors je ne les porte vraiment pas dans mon cœur. C'est-à-dire des personnes qui sont là que pour défendre leurs propres intérêts corporatistes, mais d'un point de vue uniquement économique, sans vision, sans aspect de long terme. En revanche, ceux qui s'engagent, qui sont élus, qui sont dans des syndicats, quelles que soient les positions des uns et des autres, c'est des représentants des professions, et ces représentants des professions, je trouve qu'il faut faire attention à ne pas les qualifier de lobbyistes. Et ça me paraît d'autant plus important que dans nos sociétés, c'est quand même de plus en plus dur de s'engager, et on le voit bien, hein, que ce soit en politique, que ce soit dans le syndicalisme, que ce soit n'importe où, vous vous faites engueuler du matin au soir, etc. Et je trouve qu'au contraire, il faut rendre hommage à ceux qui s'engagent. C'est beau de s'engager, quoi. Voilà. Bon, il y en a quelques-uns dans la salle qui sourient, je les vois. Une question devant. Oui, d'abord, il n'y a pas qu'en Normandie qu'il y a du bon fromage. Étant auvergnat, il y a d'excellents fromages.
Ça, c'était l'aparté. Plus sérieusement, vous nous avez sensibilisés, et je partage complètement votre avis, issu d'un département très très agricole, le Cantal. Que devons-nous faire pour que le nombre d'agriculteurs arrête de diminuer? Parce que je pense que c'est une question fondamentale par rapport à tout ce que vous venez de développer. Il faut lutter contre le rat au pied. Il y a une loi qui a été mise en avant par un ancien sénateur du Cantal sur le sujet. Le rat au pied, non mais vous voyez, typiquement, parce que on parle du Cantal qui est un département que j'adore et vraiment, vous savez à quel point j'y suis attaché, et on s'en rend pas compte, hein, le quotidien des agriculteurs. Il s'avère que dans le Cantal et dans des départements limitrophes, vous avez ce qu'on appelle le rat au pied. C'est quoi le rat au pied? C'est comme une taupe qui a plutôt la forme d'un rat, d'où le nom, rat au pied, jusqu'à là, je pense que vous me suivez, et qui creuse des galeries et se nourrit en mangeant les racines partout. Il y a des agriculteurs qui, en labourant les prairies, se retrouvent avec du sang dans les sillons des ustensiles, tellement il y a de rats, sauf que ça tue complètement la récolte. Et une fois que vous avez tué la récolte, vous n'avez pas de quoi nourrir les salaires, par exemple, vaches de là-bas, bref. Et les rats au pied, jusqu'à présent, on autorisait des produits pour permettre aux agriculteurs de s'en débarrasser, qui était l'équivalent de la mort au rat, quoi. Et puis on s'est dit, ça a des impacts sur l'environnement, on a arrêté ces produits, on a tenté d'autres alternatives qui marchent plus ou moins bien. Les agriculteurs aujourd'hui deviennent fous. C'est exactement comme si vous, dans votre cuisine, vous aviez des rats qui, tous les jours, viennent manger dans votre frigidaire et que vous n'avez aucun moyen, ou presque, pour vous défendre. Et alors, certains vous diront, oui, mais c'est normal, mais vous, en vrai, vous devenez dingue. Vous dites, ok, mais aidez-moi. Je veux dire, je n'ai pas d'autre possibilité. Aidez-moi, ou sinon, dites-moi que vous ne croyez plus du tout en moi, que vous... Et notamment, confère ce que je disais, éleveur plus Cantal, c'est... Si le Cantal a des bons fromages, débat par rapport à la Normandie, effectivement, mais ça a des sols merveilleux. Le jour où vous avez plus d'éleveurs dans le Cantal, vous aurez plus la qualité des sols qu'on a aujourd'hui dans ce beau département. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a plein de choses. Il y a d'abord une reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est pas un vain mot, hein, c'est de dire merci. Dans le livre, on raconte une scène très, très touchante qui se déroule près d'Oudan, en Eure-et-Loire. Et à Oudan, il y a un agriculteur qui nous dit, mais vous savez, qui à l'âge quasiment de la retraite, il nous dit, mais vous savez, moi, il y a 30 ans, quand j'étais, je sais pas, avec ma moissonneuse sur les routes, quand on croisait une voiture, la personne nous faisait un signe de main pour nous remercier. Aujourd'hui, on nous klaxonne pour se mettre sur le bas-côté. Une forme de reconnaissance. Le deuxième élément, et qui emporte tout ce que on disait tout à l'heure sur le green, sur l'agro-bashing, etc. Le deuxième volet, c'est la rémunération. Vous ne pouvez pas dire à vos enfants, allez, jetez-vous dans cette superbe aventure agricole, si vous ne pouvez pas leur dire dans les yeux, tu auras de quoi élever ta famille, élever tes enfants, etc. Et ça, cette rémunération, ça n'est pas qu'une question de loi, c'est une question de prise en compte collective, un blanc de poulet brésilien n'a rien à voir avec un blanc de poulet français, que du lait passe à une juste valeur, que la valeur de l'alimentation, etc., etc. Et évidemment, les pouvoirs publics doivent être là pour mettre des cadres et forcer, parce que il faut jamais être niais, hein, le monde agricole est un monde, la chaîne agroalimentaire entre la grande distribution, les industriels et les agriculteurs, c'est un monde guerrier. Dans le livre, je ne veux pas être trop long pour prendre d'autres questions, mais on raconte cette anecdote fabuleuse que j'ai vécue sur le broyat des poussins mâles. Vous voyez les poussins mâles, là, les petits Saturnins. Il s'avère que la société déteste savoir que chaque année, en France, on broyait 50 millions de poussins mâles. Pourquoi on broyait ces poussins mâles? Parce que les poussins mâles, c'est les frères des futures poules pondeuses. Et en fait, pour avoir des bonnes poules pondeuses, on a créé des poules dont la morphologie facilite la ponte des œufs. Je ne vous fais pas de dessin, vous voyez. Le poussin mâle, lui, il a la même morphologie que les sœurs, mais donc ils n'ont pas beaucoup de blancs de poulet, etc. Donc en fait, comme disait Rousseau, ils n'ont pas d'utilité. Ils ne vont pas pondre des œufs par définition, et ce n'est pas des poulets de chair.
donc on les détruit. Bon. Et là, la société se dit, bah, c'est une honte, il faut arrêter. On se saisit du sujet. On a trouvé un truc dingue avec nos amis allemands, c'est qu'en fait, quand vous envoyez un rayon laser dans les œufs, vous arrivez à détecter par la couleur des plumes si ça va être un futur mâle ou une future femelle. Incroyable. Sauf pour une race, il y a toujours des exceptions, la race des poules blanches, par définition. Mais sinon, vous arrivez à détecter la différence. Et donc, vous détruisez l'œuf qui va donner un futur poussin mâle pour ne garder que les femelles. Génial. C'est l'État qui a investi la grande majeure partie pour trouver la solution et pour installer chez ceux qui élèvent ces ustensiles. Et ça coûte 0,5 centimes d'euros l'utilisation, pas l'investissement, l'utilisation, 0,5 centimes d'euros par œuf. Une boîte de 6 œufs, 3 centimes d'euros. 3 centimes d'euros pour nous consommateurs, toutes choses égales par ailleurs, c'est un montant faible par rapport à un prix de boîte de 6 œufs. Je me tourne vers les grandes distributions, toutes, et je leur dis, ben, en fait, il faut qu'on mette ce prix en plus dans les ventes, parce que pour nous, c'est pas grand-chose, mais pour ceux qui font les œufs, c'est énorme. C'est plus que ce qu'ils gagnent, c'est plus que toute leur marge, c'est énorme. Réponse de la grande distribution, non. On les réunit en disant, mais on a fait les calculs, ça veut dire qu'on ne va plus produire d'œufs en France. Oh, mais c'est pas grave, non. On les réunit une troisième fois, non. Et à la fin, on a trouvé ce truc magique dont la France a le secret. On a mis une taxe volontaire obligatoire. Et je vous jure, ça existe. Et donc, de manière obligatoire, volontairement, ils ont dû mettre en place la chose. Mais ça en dit long, vous voyez, sur cette prise. Donc, c'est un rapport de force, il faut aller au combat, et il faut lutter de toutes ses forces pour la juste rémunération de nos agriculteurs. Allez, il nous reste 5 minutes, on va prendre une ou deux questions. Monsieur. Bonjour, monsieur de Normandie, Édouard Legras, je suis agriculteur et syndicaliste à côté de Blois. Merci beaucoup pour votre intervention pertinente. Sachez que le monde agricole, d'ailleurs, vous regrette énormément, je pense que vous devez le savoir. Vous l'avez évoqué un petit peu dans une de vos réponses. Je pense que l'avenir pour les agriculteurs, c'est d'imposer ces clauses miroirs, mais quels sont les leviers pour les agriculteurs ou au monde politique pour réellement imposer ces clauses miroirs? Aujourd'hui, c'est encore complètement abstrait. Je donne toujours l'exemple des OGM, où nous, on n'a pas le droit de produire des OGM, mais il y a des centaines de milliers de tonnes qui rentrent toutes les semaines en France. Donc, quels sont réellement nos leviers pour imposer ces clauses miroirs? C'est l'Europe. Et vraiment, c'est l'Europe. Il faut se battre, et c'est des changements de culture. Et on a réussi à faire des bougées, par exemple celle sur les antibiotiques de croissance, on a réussi à ouvrir la boîte de Pandore. Mais on pourra en parler en aparté, ça a été un parcours du combattant, mais ça y est, les choses commencent à bouger. Ça ne peut se faire qu'à l'échelle européenne, et en même temps, en Europe, vous avez des pays qui n'ont pas tous les mêmes intérêts. C'est-à-dire que nous, en France, on est hyper allant sur ces clauses miroirs, désormais, parce qu'avant, on n'en parlait pas du tout, mais on a réussi à mettre tout le monde en ordre de marche pour les clauses miroirs. Après, vous allez avoir d'autres pays, comme l'Allemagne, comme certains pays nordiques, qui vont toujours privilégier la vente des machines à outils et des voitures à la préservation de l'agriculture. C'est ça le drame. Et donc, il faut se battre, c'est de la politique, c'est des rapports de force, c'est des forces de conviction. Mais le bon échelon, c'est l'Europe. Et il faut croire en cette Europe. Elle est parfois frustrante, elle est parfois exaspérante, elle est parfois trop lente, elle est parfois ceci, elle est parfois cela. Mais l'Europe, il faut l'aimer profondément parce que c'est elle qui va permettre de mettre en place tout cela. Merci. Une dernière question et 3 minutes pour répondre, pour après pouvoir avoir cette séance de dédicace. La dernière question. Alors, vous avez parlé du changement des habitudes et de son importance. Je suis d'accord avec vous que le poulet chimique, ça n'a pas l'air incroyable. Mais par exemple, les insectes, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des pays où ça se fait, notamment en Asie. Donc, Manger des insectes, c'est ça? Oui. Alors, c'est une bonne question, mais pour moi, le principal sujet, au-delà de l'insecte, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de production et qui permettent de produire des insectes, mais surtout pour nourrir le bétail ou les poissons, plus que nous, en Europe, en tout cas, les habitudes humaines, sachant qu'il y a des pays, notamment asiatiques, qui en font beaucoup. En revanche, il y a un sujet par rapport aux insectes ou aux végétaux ou aux éleveurs.
je vous fais malheureusement un pari un peu tragique. Vous allez voir, aujourd'hui, on parle beaucoup de la souveraineté vis-à-vis des sources énergétiques. On l'a vu pendant la crise de la Covid avec le gaz qui venait de Russie, d'Ukraine, etc. La prochaine ressource stratégique, c'est la matière organique. La matière organique. En fait, tout est question de matière organique. Et cette matière organique, c'est celle qui vous permet justement de capter le carbone dans le sol. Cette matière organique, c'est celle qui vous permet de faire pousser vos plantes. C'est celle qui vous permet de vous nourrir, celle qui permet de nourrir le bétail. La matière organique, elle est partout. Sauf que la matière organique, c'est aussi celle qui vous permet de faire du gaz, enfin de l'essence, pardon, E5, E10. C'est celle qui vous permet de faire de l'électricité verte avec de la méthanisation. La matière organique, elle est clé. Et aujourd'hui, on va rentrer dans des mondes de tension sur la matière organique. Si vous vouliez faire un investissement à très long terme, mais je pense pas si long que ça, investissez dans des tas de lisiers ou de la fiente de poulet, si c'est pas un poulet brésilien. Mais vous allez voir, la matière organique, ça va devenir un sujet stratégique. Et les insectes sont une source de matière organique qu'on peut industrialiser. Voilà. Désolé parce que j'aurais adoré en parler pendant des heures, ça me passionne ce sujet de la matière organique, mais voilà, moi mon grand-père, j'ai toujours entendu dire il faut investir dans des wagons de la SNCF qui transportent du blé. Je l'ai jamais fait, mais voilà, moi je vais dire à mes petits-enfants, investissez dans ces tas de lisiers produits par nos beaux éleveurs, et je pense que je me gourre pas complètement en disant ça. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci à vous. Merci pour cette heure passionnante. On vous retrouve pour la séance de dédicace. Qui commence par moi.